Il est l'homme des étoiles et il est l'homme de la Terre. Un astéroïde porte son nom depuis 1999. Un arbre également. J'ai le grand plaisir de recevoir dans VIP Hubert Reeves. Hubert Reeves, bonjour. Bonjour, bonjour Emmanuel. Bonjour à vous. Merci de revenir dans VIP après quelques années. Je disais qu'un astéroïde porte votre nom. C'est vrai, hein, l'astéroïde 9631 SL6 porte votre nom. Il a été baptisé par les étudiants de l'Université Laval au Québec. Et puis il y a un arbre qui porte votre nom. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, j'apprends. Mais si, la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, vous m'avez apporté un cadeau, vous m'avez apporté un arbre que j'ai planté dans mon jardin, qui va très bien et qui s'appelle Hubert. Ah bon, voilà. Ça me fait plaisir. Et donc Hubert va très bien, il vous salue bien, ça fait 4 ans qu'il pousse et qu'il s'épanouit chez nous. Et c'est quoi comme arbre? Je serais bien incapable de vous le dire, je suis nulle en arbre. Voilà, mais on appellera mon mari, il nous dira ça tout à l'heure. Mais il va très bien, il pousse bien. Bon. C'est vrai que vous êtes pour beaucoup l'homme des étoiles. Vous êtes devenu l'homme de la Terre aussi, depuis que vous présidez une association qui s'appelle plus ROC d'ailleurs, qui s'appelle l'association Humanité et Biodiversité. Voilà, ça a changé de nom. Voilà. Oui, on a changé de nom parce que, d'une part, le nom précédent qui était le Rassemblement des opposants à la chasse, moi je n'aimais pas trop. C'était pas très positif. C'était pas positif, et puis je ne suis pas un opposant systématique à la chasse. Alors que Humanité et Biodiversité, ça dit bien de ce dont il s'agit. Ça dit bien ce que ça dit. C'est vrai que votre combat pour remettre un peu le nez sur la terre et se dire on a un bien précieux qu'il va falloir sauver, il n'est pas récent. Vous avez toujours cette image d'étoile, mais ce combat-là, c'est votre combat depuis des années maintenant. Depuis des années, j'ai pris conscience progressivement, autour des années 70, 80. C'est venu lentement, on ne s'en est pas rendu compte très vite qu'il y avait des menaces. Mais à mesure que ces menaces s'amplifiaient, l'effet de serre, le réchauffement, eh bien, je me suis investi, j'ai senti que je devais m'investir de plus en plus. Alors, dans ce combat, et pour ce combat, paraît un nouveau livre, Hubert Reeves, Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. C'est aux éditions du Seuil. Un livre dans lequel vous mettez en parallèle l'histoire de l'univers et celle des êtres humains. Alors, c'est un livre en deux parties. Il y a la partie 1, la belle histoire, et la partie 2, la moins belle histoire. Voilà. C'est la moins belle histoire. Grosso modo, c'est quand les hommes arrivent sur Terre, dès le départ. Voilà. C'est cet événement qui se passe il y a 200 000 ans qu'on est encore à essayer de comprendre comment une variété de singes, très proches des chimpanzés, reçoivent en cadeau de la nature, alors mettez des guillemets, là, quand je dis la nature, je ne sais pas qui c'est, quand je dis cadeau, vous mettez aussi des guillemets, reçoivent en cadeau, vous savez, comme les bonnes fées qui se penchaient sur le berceau de la Belle au bois dormant pour donner des cadeaux, ils reçoivent l'intelligence. C'est une question qui est tout à fait fondamentale. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais c'est arrivé, sont arrivés nos ancêtres de cette époque qui étaient des gens bien mal lotis par la nature. Les êtres humains ne sont pas bien protégés contre le froid, contre les bêtes féroces. Nous n'avons pas des grandes dents comme les smilodons. Nous n'avons... Les tigres à dents de sabre, je traduis pour nos téléspectateurs. Les tigres à dents de sabre. Nous ne courons pas vite, nous n'avons pas d'ailes, nous n'avons pas de carapace comme les tortues. Mais heureusement, grâce à ce cadeau, nous avons pu survivre. Et ça, il faut le reconnaître, ça a été fondamental. Sans ce cadeau, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Alors, vous parlez de l'intelligence, c'est intéressant parce que finalement, c'est le mot qui traverse tout votre livre en disant depuis que l'intelligence a été confiée aux hommes, la Terre vit une dégradation, une catastrophe. Vous verrez en deuxième partie d'émission que l'intelligence donne aussi des choses magnifiques quand on recevra Frédéric Ledroit, qui est donc organiste et qui sort un CD, Requiem, qu'il a composé lui-même. Et l'intelligence musicale, ça fait du bien aussi, mais ça, c'est pour la deuxième partie de l'émission. Ce titre est très très beau. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. C'est un poète allemand, Hölderlin. Oui, c'est ça. Ça me paraissait bien résumer les deux aspects. Il faut bien être réaliste. Là où croit le péril, il y a du péril. Mais ça n'est pas une phrase pessimiste, déprimée, c'est croit aussi ce qui sauve. C'est-à-dire, c'est une prise de conscience que nous sommes dans une situation double. Il y a une détérioration qui se poursuit. On sait qu'il faudra diminuer les émissions de gaz carbonique de 80%. On l'augmente chaque année de 3%. On sait qu'il faudra essayer de couper les forêts en Amazonie, en Indonésie, au Congo. On continue à les couper à grande vitesse. La détérioration se poursuit rapidement, mais
il y a aussi la restauration, c'est-à-dire la prise de conscience un peu partout dans le monde, des gens qui s'appliquent à essayer de corriger, de redresser la barre et voilà, je crois qu'on peut décrire la situation présente comme un conflit à en finir entre deux forces qui prennent de l'amplitude toutes les deux et personne ne sait ce que ça va donner. Cette très jolie phrase du poète Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, on peut la rapprocher tout de suite d'une autre phrase que vous connaissez peut-être, en tout cas que les chrétiens connaissent bien, qui est « là où le péché abonde, la grâce surabonde ». Vous y avez pensé à cette phrase ? Non, je dois vous dire que... Vous la connaissiez ? J'ai dû l'entendre, oui, j'ai dû l'entendre dans mon enfance, oui, certainement. C'est la même phrase, finalement. Je l'avais oublié, je vous remercie de la rappeler, je l'avais oublié. Car on peut dire, vous avez été élevé dans la foi catholique, oui, mais vous n'êtes pas resté. Il y a eu rupture. Cela dit, on peut un peu dire ça. Là où le péché abonde, c'est-à-dire le péril, là où l'homme détériore la création, qu'on pense qu'elle ait été faite par Dieu ou pas. Oui. La grâce surabonde. Vous vous dites, crois aussi ce qui sauve. Oui. Et ça laisse l'espoir dont vous parliez. Tout à fait, il y a un parallèle évident, oui. Quelle est cette attitude dont vous parlez en introduction ? Vous dites « Je suis face à la nature et face au constat que je vais faire dans ce livre d'un jugement réservé ». C'est un peu spécial parce que moi, je vous croyais quand même très, très engagé dans cette défense. Et là, vous dites « Non, je suis d'un jugement réservé ». Non pas par rapport à la défense. Je manifeste l'importance, je parle de ces que j'appelle les coïncidences qui font que quand on regarde tout ce que ça prend pour que nous soyons là, ce que j'appelle des sensats, tous ces phénomènes que nous trouvons en physique, les propriétés des particules élémentaires qui sont finement ajustées pour donner la vie, des phénomènes cosmiques très nombreux, la matière sombre, l'énergie sombre dont nous nous apercevons que s'ils n'avaient pas existé, nous ne serions pas là. C'est tout cet ensemble de sans ça, nous ne serions pas là, qui est étonnant, qui crée beaucoup de débats chez les scientifiques. Beaucoup de débats rejettent ce point de vue. Moi, je pense qu'il faut savoir reconnaître les faits, même si on ne les comprend pas. Même si on n'a pas d'explication, ça ne veut pas dire que les choses-là ne sont pas réelles. Sans la météorite qui est tombée dans le golfe du Mexique, c'est insensat, oui. Les dinosaures ne se seraient pas éteints et nous ne serions pas là. C'est tous les sensats que vous... Exactement. C'est un des nombreux sensats. Tous ces événements que la science nous présente en énormément de domaines de la science, en biologie, en physique, en astronomie, qui est cette espèce de collusion entre la nature et l'existence de la vie qui étonne de plus en plus. Alors, parlons franc jeu, Hubert Reeves. Quand vous faites... Moi, je suis arrivée au bout du livre en me disant, quand même, Hubert... Il dit qu'il n'est pas chrétien, etc. Mais on a l'impression que finalement, il y a une sorte de plafond de verre et qu'il ne vous reste plus qu'à passer une étape finalement pour revenir à cette foi d'enfance, ou du moins la rechoisir peut-être différemment. Mais vous parlez toujours de collusion, d'incroyable hasard. Vous n'avez pas envie d'y voir la main de Dieu. Non, vous n'avez pas dit hasard. Je n'ai pas dit hasard, c'est vous qui l'avez dit. C'est vrai. Vous n'avez pas envie d'y voir la main d'un grand ordonnateur qui aurait pu... Alors là, vous posez la question fondamentale précisément. Quand nous voyons une horloge, nous disons il doit y avoir un horloger. C'est la fameuse phrase de Voltaire. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait une horloge sans avoir un horloger. Sans un grand horloger, alors, est-ce que ce raisonnement qui est à notre échelle, l'échelle des horloges et des horlogers, peut être applicable à l'univers tout entier? C'est là qu'est toute la question. Je n'en suis pas certain. Je pense que notre raisonnement manifeste le fait que nous n'avons pas beaucoup d'imagination, que la réalité a beaucoup plus d'imagination que nous, qu'elle nous dépasse, que vous touchez là un domaine qui nous dépasse. Alors, qu'on l'appelle Dieu, ou comme Spinoza ou d'autres, je ne sais pas. Pour moi, je ne peux pas utiliser ces raisonnements simples, disons simplistes, que nous faisons en disant « je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas d'horloger ». C'est probablement beaucoup plus compliqué et ces mots-là ne sont vraisemblablement pas applicables exactement. Ça, c'est mon point de vue. Je comprends que d'autres personnes pensent autrement. Chacun a droit à son opinion. Mais moi, je suis devant cela plutôt pantois. C'est là que je dis, j'observe le phénomène, je vois bien qu'il y a tout ça, mais je réserve mon jugement de dire cela veut dire que ça. Je pense que la logique, les raisonnements sont des choses à l'échelle de notre esprit qui n'est pas... C'est un peu comme si vous
essayez d'imaginer d'enseigner la géométrie à votre chat. Vous savez très bien que votre chat, vous ne pouvez pas lui enseigner la géométrie parce que son cerveau n'est pas en mesure de comprendre la géométrie. Je pense que nous... Le mien non plus, si vous voulez savoir, mais bon. Je pense que nous sommes, nous les êtres humains, devant cette réalité énormément dépassée. Et je suis méfiant d'y appliquer des raisonnements simples. Les interrogations sont universelles, les réponses sont culturelles. Exactement. Ça, c'est une phrase que vous aimez particulièrement. Oui, exactement. On voit bien, d'ailleurs, le nombre de religions différentes qui existent sur la Terre, qui ont des points de vue différents sur l'après-vie. Il y a la réincarnation, il y a les résurrections, il y a tout cela. Cela manifeste pour moi le fait qu'il n'y ait pas une unanimité, qu'il y ait tous ces événements, montre justement qu'on est dépassé. On est comme devant un cristal avec beaucoup de faces. Et je pense que chaque religion envoie une face qui n'est pas incompatible avec les autres. Nous, ça nous paraît incompatible, mais je ne le crois pas. Je pense que c'est simplement la limitation de notre cerveau que nous devons voir là. Alors, on va voir combien le vôtre est illimité de cerveau, Hubert Reeves, parce que je voudrais vous soumettre une autre phrase de Friedrich Hölderlin, à qui vous avez emprunté le titre du livre. Cette phrase est la suivante. « Nous ne sommes rien, ce que nous cherchons est tout ». Est-ce que ce n'est pas un peu le résumé de votre vie, ça ? Non. Ah, pas nous ne sommes rien, non. Évidemment. Je ne crois pas que nous ne soyons rien. Par contre, je crois que nous cherchons beaucoup. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on cherche tout? Je ne sais pas très bien ce que veut dire le mot « tout ». Ce qui est clair, c'est que nous cherchons continuellement. La science nous permet de découvrir des éléments nouveaux. C'est ça qui est excitant dans le domaine de la science, c'est de nous faire prendre conscience de cet univers dans lequel nous sommes nés un beau matin et dans lequel nous vivons. Donc, je trouve que c'est bien, mais je n'aime pas ces manifestations d'humilité excessive. Les êtres humains ne sont pas rien. Les êtres humains sont des merveilles incroyables, d'ailleurs, comme toute la vie qui existe sur la Terre. Justement, en parlant de la vie qui existe sur la Terre, vous, quand vous étiez petit garçon, vous alliez dans une maison de campagne. Donc on rappelle que vous êtes né à Montréal, que vous vivez une bonne moitié de l'année, je pense. Vous êtes au Québec. Oui, oui. En ce moment, non, un peu moins. Mais un peu moins, mais une bonne partie. Oui. Enfin, vous avez beaucoup vécu votre vie sur les deux continents. Tout à fait. Et quand vous étiez petit garçon, vous aviez donc cet étang où vous observiez tout ce qui fait la faune et la flore d'un étang, c'est-à-dire de multiples batraciens, insectes et autres petits animaux. Et c'est de là qu'est né votre amour de la Terre, votre amour de la science aussi? Oui, je me sentais bien dans cette vie végétale, animale, avec les nénuphars, les tortues et tout ça. Pour moi, c'est quelque chose qui était un peu, disons, un paradis terrestre dans un certain sens. Malheureusement, ces marécages maintenant n'existent plus. Ils ont été détruits par l'activité humaine. Mais à cette période, pour moi, c'était paradisiaque de partir avec mon canot. Canaux qui ne font pas de bruit, vous ramez lentement et vous arrivez dans un endroit où il y a des fleurs, où il y a toute une nature. Et puis je déposais mon aviron et je restais là longtemps, le temps de ressentir tout ce qui vibrait dans cette nature. Ça, pour moi, c'était vraiment paradisiaque. J'essaie de retrouver ces choses-là, je les retrouve par moments, mais quand j'étais enfant, c'était vraiment parfait. Qu'est-ce que vous ont transmis vos parents, justement, d'important pour votre vie d'adulte ensuite, d'enfant déjà et d'adulte ensuite? Alors, je dirais une vénération de la nature. Ah oui. Vraiment, mes parents vénéraient la nature. C'était évidemment dans un contexte très religieux, mais cela passait, les oiseaux, les plantes, les étoiles, tout cela, c'était une vénération, vraiment. Et ce que vivent les parents, ce que sentent les parents, c'est très contagieux. Les enfants le sentent, même s'ils ne parlent pas beaucoup. Ma mère nous appelait pour qu'on aille voir le coucher du soleil et on s'installait sur des bancs près du lac où je vivais, le lac Saint-Louis, près de Montréal, avec un horizon très dégagé. Et l'horizon s'enflammait, il y avait des nuages rouges, c'était vraiment extraordinaire. Et ça donne une espèce de sentiment de, je ne sais pas si on peut dire de piété ou quelque chose comme ça, comme une vénération, c'est le bon mot. Et j'ai toujours vécu cela comme cela. C'est pour ça que quand il est venu le temps de prendre un métier, pour moi, c'était clair que j'allais faire de la science, justement, cette capacité de vivre et d'étudier tous ces formidables mystères de la nature. Alors vous faites partie des passeurs, des gens qui savent rendre accessibles des sciences qui, des fois, nous semblent inaccessibles. Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous attendez de ce livre-là spécifiquement? Un livre de plus, vous en avez déjà écrit beaucoup. Qu'est-ce que vous lui fixez comme mission à ce livre-là? Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Bon, alors il y a d'abord ceci, apprendre que ce qui nous arrive, la crise écologique, l'environnement, ça n'est pas quelque chose de récent. C'est quelque chose dont les racines plongent très loin, 200 000 ans, dans le passé, dans l'apparition de l'espèce humaine et dans l'apparition de ce cadeau litigieux qui est l'intelligence, qui nous a permis de survivre et qui aujourd'hui, parce que nous l'utilisons mal, parce que nous nous en servons pour dominer la nature, nous menace. Je pense bien sûr au réchauffement climatique, à la pollution et tout cela. Et l'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut redresser notre façon d'utiliser notre intelligence pour vivre en harmonie avec la nature. Et je raconte comment les premiers humains qui ont décidé de faire quelque chose contre la dégradation, ça date déjà de 150 ans. C'est aux États-Unis, quelque part en Californie, quand un homme qui s'appelle John Muir, qui je pense qui est très important, pas assez connu, fonde pour la première fois des clubs pour restaurer la nature, fait des parcs nationaux, Yellowstone, Yosemite et tout ça. Tous les grands parcs américains. Tous les grands parcs américains. Ce mouvement qui se répand maintenant un peu partout sur la Terre, qui est arrivé en Europe au début du XXe siècle et qui est derrière tous les rencontres qu'il y a eu, comme Rio ou Copenhague ou Nagoya, ou toutes ces rencontres dont on peut penser qu'elles sont insuffisantes, mais l'important, c'est qu'elles ont introduit des notions qui se sont répandues. À Rio, c'est le moment où le mot écologie entre dans la psyché des êtres humains. Et pleinement, en tout cas. C'est plus le domaine réservé de quelques-uns. Oui, et même c'était inconnu jusque-là. L'environnement, l'écologie n'était pas connue. C'est grâce à ce congrès où il y a eu, je ne sais pas combien de nations qui sont allées. Et puis il y a eu Copenhague qui a fait entrer la biodiversité. Copenhague, on dit souvent, c'est un peu un échec, c'est vrai, mais c'est à partir de là qu'on a pris conscience de l'importance de sauver la biodiversité. Alors, c'est quoi la biodiversité? Ben, c'est pas les tigres du Bengale ou les ours polaires. C'est d'abord les animaux et les plantes dont nous dépendons pour notre propre vie. C'est-à-dire, en particulier, les vers de terre. Les vers de terre, qui est l'animal le plus lourd au monde, je crois. C'est la masse de vers de terre. C'est mes enfants qui m'ont appris ça. Que la masse de vers de terre sur Terre était l'animal, finalement, mis tous ensemble, le plus lourd au monde. Oui. Et qui est fondamental pour que les sols restent fertiles. Voilà, bien sûr. Et quand il n'y a pas de vers de terre, les sols ne sont pas oxygénés et les sols deviennent stériles. Et un des grands problèmes aujourd'hui, c'est précisément cela. Alors que nous avons une population qui continue à augmenter, nous avons une chute de la fertilité des sols qui nous menace. Et c'est ça, c'est la cause dans laquelle je me suis engagé dans cette association qui s'appelle Humanité et Biodiversité. C'est un peu tout le combat de Pierre Rabhi aussi, ça. Oui, tout à fait. Le côté stérile des sols, Pierre Rabhi qui est vraiment un grand, peut-être idéaliste pour certains, mais un grand maître aussi dans ce combat-là pour la Terre, pour faire revivre et réoxygéner la Terre. Oui, c'est fondamental de se rendre compte que la nature nous donne beaucoup de cadeaux encore, les vers de terre, les abeilles, les insectes qui pollinisent, et que nous sommes en train de ravager tout cela. Oui, tout ce qui disparaît en ce moment, quoi. À nos dépens, parce que nous dépendons de tout cela. Nous sommes reliés dans un immense écosystème dans lequel nous dépendons de quantité de choses que nous détruisons. Et l'important aujourd'hui, je dirais, c'est de réaliser qu'il faut revoir la notion d'humanisme. Jusqu'ici, l'humanisme, c'était les hommes d'abord et le restant était secondaire. On le dominait, on le domptait. On voit dans la Bible et aussi chez Descartes, dominer la nature, mettez-la à votre service. Bien, on s'aperçoit que ça, c'est une erreur. Et c'est un monde contre l'autre, alors que vous voulez faire un monde avec l'autre. Avec l'autre, c'est ça. On ne peut pas mettre les hommes au-dessus le chef-d'œuvre de la création. Chef-d'œuvre de la création, peut-être, mais il pourrait disparaître. C'est ça qui est le drame aujourd'hui. On se rend compte que si nous n'apprenons pas à nous insérer dans la nature et à vivre en harmonie avec la nature,
nous pourrions disparaître. On l'a vu parce que dans les années 1950 à 1980, il y a eu ce qu'on appelle la terreur nucléaire, c'est-à-dire la guerre froide, le moment où des bombes atomiques répandues aux États-Unis et en Union soviétique auraient pu éliminer l'espèce humaine. Ça, il faut garder ça dans l'esprit, parce que quand on pense que l'humanité, que nous sommes le chef-d'œuvre de la création, le but de l'évolution et tout cela, eh bien, nous pourrions disparaître. La nature ne fait pas de cadeaux. Les espèces qui n'arrivent pas à vivre en harmonie avec la nature sont éliminées. C'est arrivé des millions de fois dans le passé, ça arrivera encore dans le futur. Et il faut réaliser cela, que nous dépendons intimement de notre rapport avec la nature. Vous levez encore la tête et le nez vers les étoiles, Hubert, comme vous êtes beaucoup sur la défense de la Terre. Est-ce que, voilà, j'imagine que ça vous passionne toujours, évidemment. Ben, ça me fait toujours une émotion. Il y a une émotion très grande quand vous êtes à la campagne, puisque vous êtes à la campagne. Vous devez savoir, là, si vous êtes loin des lumières et que vous regardez un beau ciel étoilé, c'est quelque chose qui vous prend. C'est difficile de mettre des mots, mais c'est prenant. Vous avez, pour beaucoup de gens, vous restez l'homme qui les a initiés finalement aux planètes, au cosmos, à la Voie lactée. Enfin, vous avez beaucoup cette image-là. Encore chez les gens que vous croisez, on vous en parle encore beaucoup, j'imagine, oui. de ces émissions que vous avez faites, grand public, oui, autour de ça. Oui, oui, c'est une chose dont je suis très content. Je pense que c'est important. Je suis devenu ce qu'on appelle un personnage médiatique. La preuve, c'est que vous m'invitez pour votre émission. Eh bien, je pense que de devenir un personnage médiatique, ça implique une responsabilité. Parce que ce que dit, les paroles que formule un personnage médiatique sont plus écoutées que ceux de quelqu'un qui n'est pas connu. C'est aussi simple que ça. Donc, ça implique une responsabilité et ça a été pour moi important aussi pour m'engager dans cette lutte pour la survie de la nature que j'aime faire à la fois parce que j'ai des enfants et des petits-enfants et je suis très inquiet. J'ai des petits-enfants qui ont 3, 4, 5 ans. Et je suis inquiet vraiment de savoir dans quel monde ils vont vivre dans 50 ans. Dans 50 ans, j'y serai plus. Eux, vraisemblablement, y seront encore. Et ça me fait beaucoup de soucis quand je vois la détérioration de la planète. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé à devenir président de ce mouvement de humanité et biodiversité. Qui admirez-vous, Hubert, d'une manière générale parce que nous, on vous admire tous, mais vous, qui admirez-vous aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, français, pas français, étranger, que sais-je? Alors, je vais vous dire, les gens que j'admire, ce sont les musiciens. Ce sont les chefs d'orchestre. Ah, ce sont les différents... Je trouve Claudio Abbado, par exemple, ou d'autres chefs d'orchestre, Karajan, ceux que j'aime beaucoup. Ce sont des gens qui ont dédié leur vie à une tâche, et je trouve qu'il est une belle tâche, c'est-à-dire d'embellir la réalité. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'aller au concert et d'avoir des choses sublimes. Nous vivons à une période, quand vous pensez qu'il y a 500 ans, il n'y avait pas eu Bach, ni Mozart, ni Beethoven, vous voyez bien comment la réalité a été embellie par ces personnes. Ce sont les gens pour lesquels j'ai le plus d'admiration. Bon, écoutez, alors ça tombe vraiment très très bien. Franchement, on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. Moi, je vais vous présenter un musicien. Justement, il s'appelle Frédéric Ledroit. Il est organiste, il est professeur d'orgue également au Conservatoire d'Angoulême. Et il a écrit un requiem dont on écoutera quelques extraits tout à l'heure. Mais d'abord, je vais lui demander de nous rejoindre en plateau. Frédéric Ledroit, bonjour, entrez. Je vous présente Hubert Reeves. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, Frédéric. Merci, merci. Merci à vous. On vous reçoit pour cet album, Requiem, dont on va parler d'ici quelques minutes. Mais première question, Frédéric, vous avez écouté cette première partie d'émission avec Hubert. Il a dit beaucoup de choses très intéressantes. Est-ce qu'il y en a une particulière que vous avez retenue et laquelle? Dans l'ensemble, c'est vrai. Alors j'ai lu donc cet ouvrage d'une traite. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent au seuil. Vous l'avez gentiment lu, c'est gentil. Ah non, avec grand plaisir. C'est vrai que vous êtes, comment dire, quelqu'un qu'on admire tous. Vous agrandissez nos pas. Je vous en parlais. Je lisais Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra, donc. Et à un moment, il parle à ses disciples. Il leur dit quel est le plus court chemin d'une montagne à une autre. Et il dit
il faut aller d'un sommet à l'autre. Mais pour cela, il faut avoir de grandes jambes. Et je trouve qu'avec vous, on a les jambes qui s'agrandissent. Ah. Merci, C'est une belle image. une belle image, oui. Et c'est vrai que quel enseignant vous êtes, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on commence cette... Alors, pour moi, il y a 3 parties. C'est-à-dire que dans la première partie, c'est le merveilleux. Et je crois que c'est comme ça. C'est la belle histoire. Hein. La première partie du livre s'appelle La belle histoire. On est vraiment dedans. On est dans le merveilleux, on est dans le pourquoi. Il faut aimer tout ce qui nous entoure et le vénérer et vraiment y tenir plus qu'à tout. Et donc c'est vraiment une bonne manière d'enseigner parce que on doit commencer pour amener l'autre à protéger, il faut lui montrer ce qui est beau, La le beauté. merveilleux. La merveille. Et donc on a ça. Dans la deuxième partie, bon, on est absolument terrifiés. D'autant plus. Quand même la moins belle histoire. Oui, d'autant plus que les mises en garde, on les connaît depuis longtemps, puisque je lisais, je ne me souviens plus de quel auteur, 19e siècle, qui était d'un pessimisme déjà assez effrayant. Et puis dans la troisième partie, il y a donc des solutions. Il y a des solutions. Le réveil vert. Hein. Le réveil vert, il y a ces solutions. Et c'est vrai qu'en même temps, ces solutions paraissent dérisoires par rapport à l'ampleur de la catastrophe. Malheureusement, vous avez bien raison. Voilà, comme il vous a C'est ça bien qui lu est quand tout le même. Hein. problème. Tout à fait. Donc Frédéric est musicien. Il enchante le monde. Il enchante sans doute ses élèves du conservatoire d'Angoulême. C'est vrai que c'était important ce que disait Hubert. Il dit voilà, moi je suis impressionné par les musiciens, les chefs d'orchestre, ceux qui mettent de la beauté. Finalement, il est impressionné par des gens comme vous. Tout à fait. C'est réciproque. Et vous savez, la musique, elle a quelque chose de particulier, c'est que c'est l'art le plus abstrait qui existe. Et donc, ça lui donne une dimension tout à fait à part. C'est vrai que la musique est, pour cela, spirituelle. Elle est spirituelle, et en même temps, elle nous donne des dimensions face à ce monde qui est quand même, qui peut être profond, mais quand même qui est souvent superficiel. Qui est, comment dire, c'est une avalanche de nouvelles technologies, quelquefois dérisoires, inutiles, bien souvent inutiles, encombrantes. Je trouve que là, on a quelque chose de tellement abstrait qu'il paraît essentiel. Alors je vous propose d'écouter un premier extrait, Hubert, que vous vous rendiez un petit peu compte. Hein. Oui. Hubert aime particulièrement Bach et Wagner. On en avait discuté. Oui, on a mentionné, il y en a bien d'autres. Mais... Qui sont, vous les aimez aussi, Bach et Wagner, j'imagine. Enfin, ne pas aimer Des Bach pour un monstres organiste, sacrés. ça paraît un peu insensé. Et Wagner. Et Wagner. Oui. Et Wagner. Alors là, non, c'est du Frédéric Ledroit, dans le texte et dans les notes. Le premier extrait que nous allons écouter, c'est un Agnus Dei. Et je précise, puisqu'on va voir des images, que les icônes que nous voyons sont des icônes faites par votre épouse. Voilà, donc c'est une famille d'artistes à laquelle nous avons affaire. On regarde et on écoute. On les voit sur le... Voilà, l'Agnus Dei, premier extrait de ce Requiem. Très beau. Ça vous a plu, Merci. Ouais, Hubert? beaucoup, ouais. C'était enregistré où, là? C'est à la Madeleine. À la Madeleine. Et il y a les À Paris. deux orgues. Oui, la Madeleine à Paris. C'est vous qui dirigez ça? Non, c'est un chef de chœur qui est Marie-Christine Panetier, Ah oui. qui est une femme remarquable, vraiment, qui a pris de front, enfin vraiment l'œuvre et qui s'est engagée à 100%. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a compris et qui allait plus loin que ce que je voulais.
C'est là que c'est intéressant. Mais comment on se dit un jour, attendez, excusez-moi, mais tiens, je vais faire un requiem. C'est quand même pas anodin de se lancer dans un requiem. J'imagine que c'est des mois et des mois, peut-être même des années de travail. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en créant un requiem? Alors, déjà, c'est 8 ans de travail. 8 ans de travail. Wow. Alors, on ne fait pas que ça, on écrit d'autres pièces. Bien mais sûr. Tout tourne autour et ça vous prend nuit et jour. Enfin, c'est vraiment une... j'ai eu l'impression... Donc, ce qu'il essaye de nous dire, c'est qu'il a été totalement insupportable à la maison. C'est ça qu'il essaye de nous dire. Sans doute, un peu encombrant, encore plus que jamais, puisque c'est vrai que ça devient... vous avez l'impression de faire plusieurs fois le tour de la Terre. Et on parlait de grands voyages, mais il y a ça, et vous vivez 2 mondes, 2 vies. Votre vie quotidienne, Oui. de prof, de mari, de père, etc. Et puis votre vie de compositeur. Oui, tout à fait. Mais ça ne me dit pas pourquoi vous avez décidé de faire un requiem. Alors, un requiem. Pour moi, la musique a toujours été quelque chose de spirituel. Sans doute pas pour Hubert, pour le coup. Oui, Ah si, Si la musique est spirituelle pour vous? oui. mais pas Ça, forcément. je ne vois pas le nier. Bien sûr. Et pas on peut être spirituel sans être croyant. Oui, c'est vrai. On peut être attiré par la spiritualité. Bien sûr. Et donc, je voulais, à travers ça, comment dire, trouver une lumière, trouver une espérance. Et ça n'est pas une œuvre de mort, pour moi, c'est une œuvre de vie. On parle tout le temps de lumière, on parle de le Lux Aeterna. J'ai voulu y mettre des chants d'oiseaux, j'ai mis des parfums, j'ai mis tout un monde imaginaire. Et c'est vrai que j'ai essayé de trouver l'idéal, une forme idéale de vie. Alors, je ne sais pas vous, Hubert, mais je vous le dis tel que je l'ai ressenti quand on écoutait tous les trois ensemble cette musique avec nos téléspectateurs et nos auditeurs. D'un seul coup, j'ai vu des images. Moi, j'ai quitté l'église et j'ai vu juste ce dont Hubert venait de parler avant. J'ai vu son marécage dans lequel sur lequel il aimait canoter enfant. Et après, il a dit ce marécage n'existe plus, l'humain est passé dessus, etc. Et je sais pas si j'ai vu des bulldozers ou je sais pas quoi, mais il y avait quand même une œuvre un peu de mort. Et c'est ces images-là, Hubert, moi, qui me sont venues pendant la News Day. Je sais pas à vous à quoi vous avez pensé. Ah, rien en particulier. Vous non, étiez dans la musique. Oui, oui. Dans la musique. Oui. Vous êtes, quand on fait un requiem, on est forcément croyant ou pas? Non, Fauré n'était pas croyant. Il a écrit l'un des plus beaux requiem qui existent. Non, Verdi, son requiem n'a rien d'ailleurs de religieux. Il est pourtant magnifique et superbe. Mais vous, c'est votre cas en tout cas. Oui, moi c'est mon cas. Oui, tout à fait. Ça a toujours été un moyen à part. J'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans. Et ça a toujours été pour moi... Vous voyez, on parlait tout à l'heure de notre immaturité par rapport à notre intelligence. Et dans la News Day que vous entendez, j'ai mis une femme enfant, en fait. Parce que pour moi, c'est ça, l'être humain. C'est-à-dire que même très vieux, très âgé, il reste toujours un enfant, souvent irresponsable. Et il y a cette fragilité là-dedans. Fragilité qu'on retrouve à travers, comme disait Hubert, l'intelligence mal utilisée, pas toujours très bien utilisée et qui fragilise. Il y a des thèmes comme ça un peu transversaux entre votre livre d'une part, qui peut sembler très 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 éloigné de ce qu'on écoute de Frédéric Ledroit, et finalement, voilà, 2 arts qui se rejoignent quand même. La musique, vous n'en avez pas fait, Hubert, quand vous étiez petit? Si, mais j'ai arrêté, c'est mon grand regret. Vous aviez fait quoi? Du piano. Du piano. J'ai fait quelques années de piano et puis j'ai été pris par les études. Je me dis que s'il y a une autre vie, on ne sait jamais, la première chose que je fais, je m'inscris au conservatoire pour faire du violoncelle. C'est mon rêve. J'ai des amis, une amie en particulier, quand je la vois jouer le violoncelle dans les quatuors de Schubert, je voudrais être dans sa peau. C'est comme il y a une espèce de désir très intense. Je me dis, je voudrais être à ta place. Je me verrais avec les mouvements, tout ça, les mouvements de la tête. Pour moi, ça me met dans des états magiques. C'est très spécial, le violoncelle comme instrument. Ça a un corps de femme et ça a la voix d'un homme. Oui, tout à fait. C'est étonnant. Et vous l'embrassez comme ça, et juste la façon de le tenir, ça a quelque chose d'un rapport humain. Oui. Oui, voilà, on aura appris quelque chose. Je vous propose un deuxième extrait, cette fois-ci. Donc, on est toujours sur votre requiem, Frédéric Ledroit. Il s'agit d'un libéramé, une fois de plus illustré des icônes de votre épouse, très belle, soit dit en passant. Ce sont des fixés, des peintures sur verre, en fait. Ah bon? Oui, mais il faut le savoir, alors. Technique vénitienne. D'accord. Dont elle fait métier? Oui, voilà, c'est sa passion et c'est aussi son métier.
Très bien. Un libéramé, vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement? Parmi toute la série dans le Requiem, il y a le prélude, l'introïde, le Kyrie, le Dies Irae. Enfin bon, il y a toute une série de passages obligés. Qu'est-ce que le libéramé exactement? Alors, ce sont différentes prières à chaque fois. Le libéramé, ça fait partie des prières sombres, difficiles. C'est-à-dire c'est le jugement dernier, c'est le retour du Dies Irae, c'est la peur. Moi, personnellement, je n'y crois pas. J'ai joué le jeu, je suis quelqu'un d'optimiste et je pense que l'homme est enfant de Dieu, donc il est aimé de Dieu, et il va peut-être à sa perte sur terre, mais de toute façon dans le salut de son âme. Voilà. Et le libérami finit quand même par la paix, par toujours cette espérance de lumière et de beauté. On voit ça dans la comédie humaine de Dante, quand il parle du paradis, c'est l'enfer, le purgatoire et le paradis. L'enfer, il n'allait pas lourd, accompagné de Virgile. Le purgatoire, ça s'allège. Et le paradis, il vole. Il n'est plus que lumière et il vole. Et j'aime bien cette idée de paradis. Voilà. Voilà, mais alors là, donc on est plutôt purgatoire là, avec le libéramé, non? Oui, mais on finit au paradis. On finit au paradis, toujours. très bien. Alors, libéramé par Frédéric Ledroit. Ça, c'est pour illustrer la deuxième partie du livre d'Hubert. Oui. C'est quand l'intelligence est mal utilisée, que la Terre ne va pas bien du tout. C'est vrai. Ça doit hein. être ça, tout à Je fait. suis désolée, je ne peux pas m'empêcher de faire Oui. le parallèle. Hein. Ce n'est Oui. pas capillotracté, c'est vraiment... moi, je le fais en tout cas. C'est vrai que c'est quand même assez sombre. Hein. Je ne sais pas comment vous le ressentez, Hubert. Ah ben oui, c'est sûr. Comment on trouve l'inspiration pour un requiem? C'est- Il est en vous, il faut le retrouver, il est déjà en vous quelque part? Oui, je suis persuadé qu'on a tout en nous. C'est très curieux, c'est les hasards de la vie, ça peut être Hubert, simplement... il n'aime pas le mot hasard, Hubert. Non, c'est pas que je l'aime pas, je n'y crois pas trop. D'accord, je me suis fait reprendre tout à l'heure, c'est pour ça que sur le hasard... Mais je suis bien d'accord avec vous. Alors je dirais plutôt intuition. Intuition. D'accord. D'autres parlent d'inspiration. Intuition. Et ça se déclenche comme ça. Il suffit de lasser des souliers, de faire un café. C'est très curieux. Généralement, j'écris quand même après mes rêves, après le sommeil. Souvent d'ailleurs mes nuits sont coupées au grand désespoir de mon épouse et j'ai toujours du papier à musique à côté de moi, Ah oui. toujours en Vous vous attente. réveillez, vous vous mettez Oui, à oui, écrire. oui. Il est venu une idée dans la tête oui. pendant le sommeil. Ah Oui, une sorte de sommeil parallèle, quelque chose comme ça, Ouais. que je n'explique pas. Ah oui. Oui. Je voudrais vous soumettre à tous les deux une phrase, toujours, alors moi j'ai découvert, grâce à Hubert, j'ai découvert Friedrich Hölderlin, que je ne connaissais pas du tout, hein, de ce poète allemand. Donc je vous en remercie beaucoup, parce que je suis un petit peu allée voir plus profondément qui il était, ce qu'il avait fait, etc. Et j'ai trouvé cette jolie phrase, à mon avis, vous n'allez peut-être pas lui donner le même sens. Donc j'aimerais avoir votre interprétation à tous les deux. J'espère que je vais faire un peu plus mouche que tout à l'heure avec mon autre citation, parce que, voilà, je vous l'ai dit. Que sont toutes les actions et les pensées des hommes durant des siècles contre un seul instant de l'amour? Que sont toutes les actions et les pensées des hommes durant des siècles contre un seul instant de l'amour? Hubert. Oui, mais pour moi, c'est difficile de les comparer. Là, il propose qu'on puisse les mettre sur une balance. D'un côté, mettre tous les instants de la pensée, c'est bien ça, et qui mettent de l'autre côté l'amour. Moi, je ne vois pas de balance. Tous les deux sont essentiels, sont extrêmement importants, mais je n'aime pas l'idée de les comparer, de dire que l'un vaut mieux que l'autre ou inversement. C'est le grand romantisme allemand, là, vous savez, on est en plein 19e, si je ne m'abuse. C'est le début du 19e siècle, Voilà. c'est le Sturm und Drang, c'est Beethoven, c'est tous ces grands mouvements des sentiments. Il a raison, c'est tout à fait fondamental.
Pourquoi les comparer à... Vous répétez à quoi il les compare? Que sont toutes les actions et les pensées des hommes durant des siècles contre oui. un seul Alors, instant de l'amour? Oui, bon, c'est une jolie phrase, disons. Voilà, c'est une phrase très romantique allemande. C'est une phrase très romantique allemande, oui, très bien. C'est d'accord. Frédéric Ledroit, comment vous l'interprétez, vous, cette phrase depuis votre place de musicien, de catholique Alors, en tant qu'artiste, en tant que musicien et compositeur, plus que l'amour, c'est vrai que nous, on cherche la passion. La passion, alors ça peut être la colère, ça peut être l'amour, ça peut être... Mais on recherche ces moments qui créent des ruptures, qui créent des chaos. Je ne suis pas en recherche de la paix, vous voyez, par exemple. C'est quelque chose qui ne m'attire pas. Je me réserve à ça dans l'avenir. Mais j'aime l'action des sentiments, enfin l'action des émotions. Et je n'aime pas trop l'amour, pour le moment, ne me suffit pas. L'amour tendresse ne me suffit pas, pour le moment. Là, nous avons 2 hommes en recherche, là. Hubert, vous vouliez dire, excusez-moi. Non, oui, évidemment, quand vous dites l'amour-tendresse, vous parlez d'une forme d'amour. Oui. Mais l'amour-passion, c'est aussi... Et ça peut être beaucoup plus intense que l'amour-tendresse. Oui. Alors, tout à l'heure, vous parliez de Paradis. Je vous propose un dernier extrait, pour le plaisir, qui est en fait le tout dernier morceau du CD, In Paradisum, qui doit vouloir dire quelque chose comme au paradis, oui, j'imagine. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de plus apaisé, j'imagine, Frédéric, ou pas du tout? Non, c'est une amplification. Oui, ça commence, c'est très apaisé, et ça s'amplifie, ce sont les lumières qui se rejoignent en Dieu, finalement. Et il y a quelque chose de jubilatoire, plus que d'apaisé, c'est plutôt jubilatoire. Toujours la passion. Alors, on écoute In Paradisum, le Requiem de Frédéric Ledroit. Voilà, c'est le dernier extrait de Requiem. Donc, je n'ai pas précisé parce que ça me paraissait évident, mais c'est vous qu'on entend au grand orgue. Hein. Voilà, je tiens le grand orgue et... Oui, quel bonheur. C'est l'orgue de Fauré, vous savez, de Gabriel Fauré, qui a composé son Requiem. On ne savait pas du tout. À la Madeleine. Gounod, Saint-Saëns, Fauré. Voilà, Oui. Et l'organiste de la Madeleine tient l'orgue de chœur, puisqu'il y a les 2 orgues en fait, de la Madeleine. Bon, le piano, un double chœur et les 4 solistes. On a un créateur ici, un qui observe la création là, qui l'observe, qui l'apprécie, qui la défend. Vous avez des chemins parallèles. On a vu qu'il y avait des petits croisements aussi de temps en temps. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus chez Hubert, Frédéric? C'est un homme immense. J'aime le professeur, l'enseignant, le sage, et en même temps, ce découvreur. C'est quelqu'un qui nous amène à découvrir avec lui la beauté. Il nous prend par la main. Oui, il nous prend par la main. Et c'est vrai que vous donnez un souffle, vous donnez une énergie. Il y a quelque chose de salvateur dans ce que vous dites. Et, la manière dont vous le dites. Merci, je suis touché de ce compliment. Hubert, qu'est-ce que, à travers Frédéric, qu'est-ce que vous admirez particulièrement chez les musiciens? Pour moi, la musique, c'est formidable. Voilà. En peu de mots, c'est tout dit. Je pourrais en parler pendant longtemps, mais c'est quelque chose... Ce que j'aime bien de la musique, c'est que ça ne passe pas par la raison. Ça vous entre de partout à la fois. Ça vous pénètre de partout. Ça vous prend. Moi, souvent, le soir, je pense aller me coucher, j'ouvre la télévision, mezzo, et il y a un opéra. Je ne peux pas. Même si le lendemain,
je dois me lever tôt, je suis scotché. Le mot « je suis scotché », Wagner, c'est pour ça que je n'ai parlé, cette espèce de grande vague qui vous prennent. Pour moi, c'est une partie fondamentale de la vie, la musique. Depuis tout petit, ma mère jouait du piano. J'allais l'écouter. Elle jouait les sonates de Beethoven, la sonata Appassionata, la sonate au clair de lune. Et je me souviens, j'étais tout petit, et je me souviens que j'avais les yeux à hauteur du clavier, voyez. Et je restais là, j'étais immobilisé par ça. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans notre existence. C'est vraiment ce qui embellit l'existence. C'est un élément fondamental. Qui vous prend et qui ne vous lâche plus. Qui ne vous lâche pas. Vous êtes scotché. Oui. Bien, alors, événement fondamental dans cette émission VIP, mais j'entendrai très bien que c'est un peu moins fondamental que la musique, mais quand même, c'est le questionnaire inattendu auquel je vais vous soumettre, messieurs, avec un rare plaisir jubilatoire. Voilà, pour reprendre un mot que vous aimez bien, Frédéric. C'est parti, le questionnaire inattendu. Vous devenez amnésiques tous les deux. Quel est le seul souvenir que vous voudriez garder? Allez, Frédéric. C'est difficile, il y en a tellement, il y en a Ah, tellement. il n'y en a qu'un seul que vous pouvez garder, Frédéric. Un seul souvenir. Ah, la musique, mon plaisir d'avoir entendu Bach la première fois. Hubert, Eh bien, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le moment où je regardais ma mère jouer les sonates de Beethoven quand j'avais peut-être 3, 4, 5 ans, je ne sais pas exactement. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, qui fait partie de moi. Deuxième question, vous devez choisir un personnage pour illustrer un billet de banque. Qui choisissez-vous? Il faudrait un grand sage. Allez, je vais dire Hubert. Ah, ben voilà la bonne idée. Vous savez ce que veut dire, ce que m'a appris Hubert? Hubert Reeves, ça veut dire shérif. Reeves. Oui, je l'ai entendu. C'est le shérif des étoiles et le shérif de notre planète. Je trouve que c'est un joli clin d'œil. Donc Hubert Reeves sur un billet de banque, nous on est pour. Hubert, vous choisissez qui? Mozart. Ah bah oui, on est pour aussi. Évidemment. Vous me demandiez lequel? Ah d'accord, je n'avais pas bien compris. Non, non, si, c'est très bien. Mozart, ça nous va bien. Je voudrais savoir, alors c'est peut-être une question plus compliquée. Quel âge vous avez? On peut vite le savoir. Mais quel âge intime avez-vous? Votre vrai âge. Voilà. Hubert, quel âge vous avez réellement au fond de vous? Je ne me sens pas vieux. Je suis âgé, j'ai 81 ans. Mais on me le dit. C'est pas comme ça que je me sens. Moi, j'ai encore plein d'envie, de passion, de choses comme ça. Je ne peux pas donner un âge. Mais quel est l'âge dont vous vous sentez le plus proche que vous avez eu, donc, de fait? Je des fois, vous êtes bloqué à un âge. La période présente est une des plus agréables de ma vie. C'est vrai? J'ai dans le passé, j'ai eu d'autres périodes agréables, des périodes très désagréables. Tout le monde a des moments difficiles dans sa vie. Mais je pense que depuis quelques années, je me sens vraiment très bien, très animé. J'ai envie de faire des choses, j'ai envie de faire des conférences, d'écrire des livres et tout ça. Peut-être l'instant présent est mon favori. Ah, très bien. Frédéric, quel âge intime avez-vous? Vous avez quel âge en vrai? J'ai 45 ans. 45 ans. Quel âge intime avez-vous? 20 ans. 20 ans? Oui, oui. Non, mais en fait, je crois qu'on peut être vieux on peut être vieux à 20 ans. Oui, et on vrai. peut rester éternellement jeune. C'est tout simplement une histoire d'envie, et de plaisir, et de voilà, garder les yeux grands ouverts. Hubert, quel est le livre que vous aimez offrir? Petit conseil lecture. Alors, évidemment, il y a Hubert Reeves, là où croit le péril. Non, mais ça, ça c'est moi qui le dis. Croit aussi ceux qui sauvent. Évidemment, on sait. Mais vous, quel est le livre que vous aimiez conseiller, offrir? Bon, un de mes livres favoris, ça a toujours été Le Petit Prince. Je trouve qu'il y a tellement de sagesse dans quelques pages dans ce livre que ça reste pour moi un livre qui m'a beaucoup impressionné, qui a été très important pour moi. Frédéric Ledroit. Moi, j'aime beaucoup Homère, l'Iliade, l'Odyssée. C'est vrai que je trouve que ça reste toujours actuel. C'est plein de rêves, de conquêtes, d'héroïsme. Il y a quelque chose de jeune, là aussi, de jubilatoire. Encore une fois. Je le redirai. C'est quoi votre mot? Parce que lui, jubilatoire, on avait compris. C'est quoi votre mot préféré, Hubert? J'aime bien ce mot de jubilation, effectivement. Jubilé, ça me paraît contenir beaucoup de choses. Oui. Dernière question. Une minute de silence, à qui ou à quoi la consacreriez-vous? Vous savez, des fois on fait une minute de silence pour telle cause ou tel anniversaire, que sais-je. À qui ou à quoi la consacreriez-vous? Une minute de silence. Allez, Frédéric.
C'est bien compliqué tout ça. Ah, moi, Une minute de silence. je serais totalement incapable de répondre à ces mêmes questions. C'est bien pour ça que je suis à ma place. Moi, je pense à ma famille, forcément, à mes enfants. Ouais, c'est une jolie réponse. Hubert? Ben, je dirais ce projet d'arriver à sauver l'humanité. Pour moi, ça, c'est la chose la plus importante, de dire nous sommes vraiment dans une situation très difficile et sauver l'humanité, permettre aux gens de continuer à vivre une vie vivable comme celle que nous vivons, ça, c'est ma grande préoccupation, parce que je ne vous cache pas que je suis inquiet, même si j'écris des choses, personne ne peut ne pas être inquiet. Vous avez réussi votre vie, Hubert Reeves? Ben, ça, c'est beaucoup dire. Il y a des choses dont je suis content, il y en a d'autres dont je ne suis pas content. Si je fais un bilan, il y a des choses qui me plaisent, je suis content, puis d'autres, je suis moins fier. Et je ne vous dirai pas lesquelles. Et vous, Frédéric, au point où vous en êtes, vous avez compris ce qu'était réussir sa vie et vous êtes sur ce chemin-là? Oui, je pense que réussir sa vie, c'est être heureux. C'est pas gagner beaucoup d'argent. En ce sens-là, je suis très, très, très heureux. Bah écoutez, moi, vous avez fait une heureuse de plus. Je suis très heureuse de vous avoir reçu. Hubert, vraiment, vous revenez quand vous voulez sur ce plateau, vous le savez. Merci Frédéric aussi, vous êtes le bienvenu. Merci pour cette rencontre, en toute intelligence, d'avoir été ouvert l'un à l'autre. Alors, rappelons un petit peu vos actualités. Donc Frédéric, on rappelle qu'il y a ce Requiem qu'on trouve chez tous les bons disquaires, on est bien d'accord, hein. Il est prêt depuis quand ce Requiem, Frédéric? Ça fait déjà quelque temps qu'il est dans les bacs? Oui, 3 ou 4 mois. 3 ou 4 mois, oui, donc c'est assez récent. Requiem, Frédéric Ledroit, vous le demandez, vous le trouvez. Voilà, vous allez pouvoir... vous connaissez déjà Fauré, c'est vrai, on les a trop entendus. Fauré, Mozart. Non, écoutez, jamais écoutez Ledroit, bien sûr que non. Hubert Reeves, Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent aux éditions du Seuil. Et puis donc, on peut suivre un peu votre actualité. Vous avez un site internet notamment qui résume un peu toutes vos conférences, vos apparitions télévisées, etc. Ça. Et sinon, vous pouvez le trouver au bord de n'importe quel étang avec des grenouilles et des nénuphars. Vous retrouverez Hubert Reeves. Il en reste. Je vous remercie infiniment tous les deux. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. C'était vraiment très sympathique.